Je n'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit pareil. En me tenant devant les immenses baies vitrées de mon luxueux appartement, surplombant la ville vibrante de Paris, je ne peux m'empêcher de ressentir une fierté immense. Cette vue, cette vie, tout cela m'appartient. Je l'ai gagné. Chaque mètre carré de ce havre de 185 mètres carrés témoigne de mon travail acharné et de ma détermination. Je m'appelle Jacques et j'ai 32 ans. Il y a à peine 10 ans, je partageais un petit studio exigu avec 2 colocataires, mangeant des nouilles instantanées bien plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Aujourd'hui, je déguste une bouteille de vin à 50 € en admirant l'horizon depuis mon appartement situé dans le 8e arrondissement. Le chemin n'a pas été facile, mais, franchement, ça en valait la peine. Je travaille comme banquier d'affaires senior dans l'une des plus prestigieuses institutions financières de la Défense. C'est un métier ultra stressant qui me fait souvent cumuler des semaines de 80 heures, mais la récompense est considérable. Mon bonus annuel à lui seul dépasse ce que la plupart gagnent en 5 ans. Pourtant, avec de grandes réussites viennent de grandes responsabilités et un prix tout aussi élevé. Cet appartement me coûte 9 000 € de loyer par mois. Oui, c'est un montant astronomique, je le sais. Parfois, quand je prononce ce chiffre à voix haute, j'ai encore du mal à y croire. Mais à Paris, et particulièrement dans ce quartier huppé, c'est le prix du luxe. Et pour moi, chaque centime en vaut la chandelle. Il ne s'agit pas seulement des plans en marbre, des appareils dernier cri ou de la terrasse privée. C'est avant tout ce que cet endroit représente: mon indépendance, mon succès, mon échappatoire à la vie que j'avais laissée derrière moi dans une petite ville de province. J'ai grandi dans la simplicité. Mes parents, Thomas et Claire, travaillaient à plusieurs emplois juste pour mettre de quoi manger sur la table et assurer un toit sur nos têtes. Mon frère cadet, Michel, et moi partagions la même chambre jusqu'à ce que je parte pour l'université. Nous étions heureux, certes, mais il y avait toujours cette tension sous-jacente liée à l'argent. Je m'étais juré qu'en grandissant, je ne connaîtrais jamais cette inquiétude de joindre les deux bouts. J'ai été le premier de ma famille à aller à l'université. J'ai obtenu une bourse pour Sciences Po, et dès mon arrivée dans la ville lumière, j'ai su que j'étais à ma place. L'effervescence, les opportunités, l'infinité des possibles, tout cela était enivrant. J'ai bossé d'arrache-pied, multipliant stages et rencontres, jusqu'à finir en tête de ma promotion. Quand j'ai décroché mon premier poste dans la finance, mes parents étaient aux anges. J'étais leur prodige, celui qui avait réussi à s'en sortir. Pourtant, le succès n'est jamais exempt de défis. À mesure que mon salaire augmentait, les attentes de ma famille se faisaient plus lourdes. Au début, il s'agissait de petites choses: participer aux factures, acheter des cadeaux de Noël, couvrir des frais médicaux imprévus. Je le faisais avec joie, après tout, ce sont ces personnes qui avaient tant sacrifié pour moi. Cela faisait chaud au cœur de pouvoir leur rendre l'appareil. Mais avec le temps, les demandes se firent plus fréquentes et plus importantes. Lorsque Michel perdit son emploi, je payais son loyer pendant 6 mois. Quand maman eut besoin d'un soin dentaire, je réglais la facture. Et lorsque le vieux camion de papa tomba en panne, je lui en achetais un neuf. À chaque fois, je me persuadais que ce serait temporaire, qu'il se remettrait rapidement sur pied. Mais ce n'est pas ce qui se produisit. Au contraire, il semblait sombrer de plus en plus dans des difficultés financières. Et chaque année, je m'enfonçais davantage dans leurs problèmes. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'étaient les appels incessants, les reproches implicites, cette attente muette selon laquelle je serais toujours là pour les sauver. Ne vous méprenez pas, j'aime ma famille. Mais parfois, l'amour peut suffoquer. Le poids de leurs attentes, leur dépendance à mon égard, c'était comme porter un rocher sur les épaules. À chaque sonnerie de mon téléphone, un nœud se formait dans mon estomac, me demandant quelle nouvelle crise j'allais devoir résoudre cette fois. J'ai tenté d'instaurer des limites. J'ai essayé de les inciter à prendre leurs responsabilités financières. Mais cela finissait toujours en dispute, eux m'accusant d'avoir oublié mes origines, d'être trop bon pour eux désormais. C'était un cercle vicieux. Si j'aidais, j'encourageais leur comportement. Si je refusais, j'étais un fils égoïste et ingrat. L'ironie ne m'échappait pas. Me voilà, vivant dans l'une des villes les plus chères du monde, dans un appartement dont le loyer mensuel dépasse même l'hypothèque de mes parents, et pourtant, je me sentais prisonnier.
Mon succès, censé me libérer, s'était transformé en une cage dorée. Je me surprenais à travailler encore plus d'heures, à accepter toujours plus de projets, tout cela pour justifier de ne pas décrocher mon téléphone. Mes collègues louaient ma dévotion, ignorant que le bureau était devenu mon refuge. Ici, entouré de tableaux Excel et de rapports de marché, je pouvais faire semblant que ma plus grande préoccupation était la volatilité des marchés financiers. Mais, aussi dur que je m'efforçais, je ne pouvais échapper à la réalité. Chaque fois que je consultais mon relevé bancaire, je voyais les virements destinés à ma famille et un rappel constant des chaînes invisibles qui accompagnaient mon succès. Je restais éveillé la nuit, me demandant combien de temps encore je pourrais tenir. Combien de temps avant de craquer sous la pression? J'ai alors décidé de consulter une psychologue, le docteur Sarah, pour m'aider à naviguer dans ce labyrinthe d'émotions complexes. Elle m'encourageait à fixer des limites plus saines et à donner la priorité à mon bien-être. On ne peut pas verser d'une coupe vide, me répétait-elle. Mais à chaque tentative d'appliquer ses conseils, une vague de culpabilité m'écrasait. Un jour particulièrement difficile au travail, je me retrouvais sur ma terrasse, regardant la ville en contrebas. Pendant un court instant terrifiant, je me demandais ce que cela ferait de tout lâcher. Me libérer de toutes ces attentes, de ce fardeau du succès. Ce fut un moment qui me secoua jusqu'au plus profond de mon être. Je compris qu'il fallait que ça change. Je commençai par de petits gestes. J'instaurai des virements automatiques vers les comptes de ma famille au lieu de répondre à chaque crise. Je désactiverai les notifications de leurs appels sur mon téléphone. Je tentais de renouer avec des amis que j'avais délaissés, de redécouvrir la part de moi qui existait. En dehors du travail et des obligations familiales. Mais au fond de moi, je savais que ces solutions n'étaient que des pansements sur une plaie béante. Le problème sous-jacent demeurait. Ma famille continuait de me voir comme un distributeur automatique à elle tout seul, et je restais responsable de leur bien-être. C'était une bombe à retardement, et je pouvais sentir les secondes s'écouler. Peu savais-je que cette bombe allait éclater de manière inimaginable. Tandis que je contemplais, dans mon somptueux appartement, le soleil se couchait sur la ligne d'horizon de Paris, j'ignorais que mon univers était sur le point d'être bouleversé. L'équilibre fragile que j'essayais de maintenir allait s'effondrer autour de moi. Mais, pour l'instant, je me permettais de savourer la vue. D'apprécier les fruits de mon labeur, même s'ils étaient assortis de conditions. Je pris une profonde inspiration, goûtant à la quiétude de mon sanctuaire. Car, au fond de moi, je savais que ce calme n'était que le calme avant la tempête. Et bientôt, les vents allaient se déchaîner, plus forts et plus furieux que jamais. C'était par un frais matin d'automne que mon téléphone vibra, un message de maman. Jacques, chérie, il faut qu'on parle. Tu peux venir dîner ce soir? Quelque chose dans son ton fit chavirer mon estomac. Je répliquai d'un simple « D'accord, je serai là à 19h », tentant d'écraser ce pressentiment de malaise. La journée au bureau traîna interminablement, mon esprit constamment absorbé par ce que mes parents pouvaient bien vouloir. Lorsque j'arrivai devant leur modeste maison de 2 étages dans le 13, mes mains devinrent moites. Je pris une grande inspiration, me préparant à affronter ce qui allait suivre. Dès que je franchis le seuil, je sentis que quelque chose clochait. L'atmosphère était lourde, et des sourires contraints se dessinaient sur les visages. Mon frère Michel était présent, accompagné de sa compagne, Sophie, une situation inhabituelle en semaine. Leur trait mêlait culpabilité et appréhension, me glaçant le sang. « Salut à tous », lançai-je d'une voix aussi enjouée que possible. « Qu'est-ce qui se fait ?» Papa, prénommé Philippe, s'éclaircit la gorge. « Mangeons d'abord, mon fils. Ta mère a préparé ton plat préféré, un pot-au-feu. » Le dîner fut une affaire discrète, rythmée uniquement par le tintement des couverts et des tentatives maladroites de conversation. Je sentais leurs regards peser sur moi, m'observant, attendant. J'avais l'impression d'affronter un peloton d'exécution. Enfin, lorsque maman débarrassa les assiettes, papa se pencha, les mains jointes sur la table. « Jacques, il faut qu'on te parle sérieusement. » Je hochai la tête, me préparant mentalement. « Et d'accord, je vous écoute. » Papa jeta un coup d'œil à maman, qui était redevenue silencieuse à sa place, puis à Michel et Sophie, tous semblant retenir leur souffle. « Ton frère et sa famille traversent une mauvaise passe, commença-t-il.
L'usine où travaille Michel ferme ses portes, et Sophie se voit réduire ses heures au café où elle travaille. Un élan de compassion mêlé à une pointe d'irritation m'envahit. J'avais deviné la suite. Je suis désolée, Michel. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Avant que Michel ne puisse répondre, maman intervint. En fait, mon chéri, c'est de ça que nous voulions te parler. Elle effleura ma main d'un geste rassurant. Nous avons trouvé une solution qui pourrait arranger tout le monde. Un frisson parcourut ma nuque. Quelle solution? Papa inspira profondément. Nous pensons qu'il serait préférable que Michel, Sophie et les enfants viennent vivre avec toi à Paris. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Je clignai des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Pardon? C'est tout à fait logique, reprit maman d'une voix adoucissante, celle qu'elle utilisait pour me convaincre. Tu as tout cet espace dans ton bel appartement, et cela les aiderait vraiment à se relever. Je scrutai Michel et Sophie, m'attendant à une plaisanterie, mais ils restèrent là, l'espoir mêlé à une timidité honteuse. Et, ajouta papa, hésitant, pour que ça marche, il faudrait que tu prennes en charge l'intégralité du loyer. La pièce sembla tourner. Je m'agrippai au bord de la table pour me stabiliser. Et laissez-moi résumer, vous voulez que mon frère et toute sa famille emménagent chez moi, et que je paie le double du loyer que je paie déjà? Maman acquiesça avec entrain. Tu comprends donc? Je laissai échapper un rire amer. Non, maman, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous trouver cela acceptable? Jacques, intervint Michel pour la première fois, d'un ton suppliant, je ne demanderais rien si nous avions d'autres solutions. Nous sommes vraiment désespérés. La colère monta en moi. Je lui fis face. Et votre solution, c'est d'envahir ma vie? D'envahir mon intimité en m'imposant ces charges supplémentaires? Sophie tenta de calmer les esprits d'une voix douce. Nous participerions financièrement dans la mesure de nos moyens, et nous aiderions aux tâches ménagères. Ce n'est pas ça le problème, m'écriai-je, me levant brusquement de table. Cet appartement est mon refuge, mon sanctuaire. Je cumule des semaines de 80 heures pour pouvoir le payer. Et voilà que vous venez vouloir y emménager sans même me consulter au préalable? Le visage de maman se durcit. Nous te le demandons, Jacques. Et franchement, je suis déçue par ta réaction. La famille, c'est s'entraider. C'est ce que nous faisons. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai déjà aidé, maman. Pendant des années, j'ai réglé vos dettes, payé des frais médicaux, acheté un nouveau camion pour papa. Mais là, c'est trop. Papa se pencha, d'une voix grave. Mon fils, il faut comprendre que ton succès, ce n'est pas uniquement le tien. Il nous appartient à tous. Nous avons tant sacrifié pour que tu puisses arriver là où tu es aujourd'hui. Il est temps que tu rendes l'appareil. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Toutes ces années de labeur, d'insomnie, de stress et de sacrifices réduits à une obligation, à une dette envers ma famille. Je ne peux pas faire ça, déclarai-je en me levant. Je ne le ferai pas. Ce n'est ni juste ni acceptable. Maman se leva à son tour, le visage rougi de colère. Pas juste? Ce qui n'est pas juste, c'est que tu aies oublié d'où tu viens. Que tu te prélasses dans le luxe pendant que ton propre frère peine à nourrir ses enfants. Je n'ai rien oublié, maman, rétorquai-je. Mais cela ne veut pas dire que je dois consacrer toute ma vie à vous. La pièce explosa en un chaos indescriptible. Papa tentait de calmer maman, Michel passait de la supplique à la contestation avec Sophie, et moi, j'avais l'impression de suffoquer sous le poids de leurs attentes. Ça suffit, hurlai-je, imposant le silence. Tous me fixèrent, stupéfaits. Jamais je n'avais élevé la voix ainsi, surtout pas envers mes parents. Et écoutez-moi bien, dis-je, la voix tremblante mais ferme, je vous aime, vous êtes ma famille. Mais ce que vous demandez n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou d'espace, il s'agit de respect et de limites. Maman ricana. Des limites? Nous sommes ta famille, Jacques. En famille, il n'y a pas de limites. C'est là où vous vous trompez, répondis-je avec un calme surprenant. Même dans une famille, des relations saines nécessitent des limites.
Et vous piétinez les miennes depuis trop longtemps. Papa se leva, le visage rouge de colère. Maintenant, écoute-moi bien, gamin. Mais je l'interrompis. Non, papa, écoutez-moi. J'ai travaillé dur pour obtenir tout ce que j'ai. Je n'ai pas oublié d'où je viens, au contraire, cela m'a motivé à construire une vie meilleure. J'ai toujours été prêt à aider, mais je ne suis pas votre banque personnelle. Je ne peux pas être celui qui règle tous vos problèmes. Sophie, jusque-là silencieuse, parla doucement. Jacques, nous ne cherchons pas à profiter de toi. Je lui adressai un regard empreint de compassion. Je sais, Sophie. Mais vous ne comprenez donc pas à quel point cette situation est insoutenable? Vous me demandez de bouleverser ma vie, de sacrifier mon intimité et ma stabilité financière, sans même penser aux conséquences pour moi. Michel se leva, le visage partagé entre colère et désespoir. Alors, c'est ça? Tu nous tournes le dos? Je secouai tristement la tête. Non, Michel. Je ne vous abandonne pas. Mais je refuse de m'auto-immoler pour vous réchauffer. Un silence pesant s'installa. Je regardai tour à tour maman, papa, Michel et Sophie, des visages empreints de colère, de déception et de supplication. Pour la première fois, je ne ressentis pas de culpabilité. Je me sentais libre. Je suis prêt à aider, déclarai-je enfin, rompant ce silence pesant. Mais à mes conditions. Je peux vous aider à chercher du travail, voire payer un mois de loyer pendant que vous vous remettez sur pied. Mais emménager chez moi, c'est hors de question. Et il n'y aura plus aucun soutien financier supplémentaire sans des limites claires. Maman se leva brusquement, le visage déformé par la rage. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Avant que je ne puisse réagir, elle me gifla violemment. Le bruit de la claque résonna dans la pièce, suivi d'un souffle collectif. Je restai immobile, la joue brûlante de douleur. Jamais, en l'espace de ma vie, maman ne m'avait frappé. Jamais. La stupeur fit rapidement place à une froide colère. Je la regardai droit dans les yeux, pour la première fois, je ne vis pas la mère aimante que j'avais connue, mais une femme rongée par l'excès de ses revendications et de son amertume. Jacques, commença-t-elle, la voix tremblante, mais je lui coupai court. Ne dis rien, murmurai-je d'un ton contrôlé. Je balaya du regard cette assemblée papa, partagée entre le choc de l'acte de maman et la déception envers moi, Michel, entre culpabilité et soulagement, et Sophie, dont les yeux trahissaient l'horreur du moment. C'est alors qu'un déclic s'opéra en moi. J'en ai assez, dis-je, la voix ferme malgré la tempête d'émotions qui grondait en moi. Je ne serai plus votre distributeur automatique. Je ne me sentirai plus coupable de mon succès ni ne sacrifierai mon bien-être pour des gens qui ne me respectent pas. Maman s'avança pour saisir mon bras. Jacques, chéri, je suis désolée, je ne voulais pas. Je reculai, m'affranchissant de sa prise. Tu voulais me blesser, me faire plier. Eh bien, félicitations, tu m'as fait comprendre exactement qui tu es et ce que j'espère de toi. Je me dirigeai vers la porte, mais la voix de papa me retint. Mon fils, s'il te plaît, on peut encore arranger les choses. Je me retournai, le regard empreint d'une tristesse infinie. Non, papa. Ça ne marchera plus. En franchissant le seuil, j'entendis la voix perçante de maman, si tu quittes cette maison, ne reviens pas. Tu n'es plus mon fils. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Mais plutôt que la douleur, ce fut un profond soulagement qui m'envahit. Sans me retourner, je dis d'une voix résolue, adieu, maman. Adieu à tous. Je sortis, claquant la porte derrière moi. L'air frais de la nuit me frappa le visage alors que je rejoignais ma voiture, l'esprit embrouillé par ce qui venait de se passer. Sur le chemin du retour, alors que la silhouette de Paris se dessinait dans la pénombre, je ressentis une étrange mixture d'émotions, colère, tristesse, trahison mais aussi, contre toute attente, un sentiment de libération. C'était comme si un voile venait de se lever, révélant enfin la vraie nature de ma relation avec ma famille. Je repensais à toutes les fois où je les avais aidés, à tous les sacrifices consentis. M'avaient-ils vraiment apprécié ou m'avaient-ils simplement considéré comme une ressource inépuisable? De retour dans mon appartement,
épuisé, je me servis un verre fort et me tins devant la fenêtre, regardant les lumières scintiller sur la ville. Cette vue, cette vie je l'avais gagnée. Et je ne permettrai à personne de me l'enlever. Pourtant, une fois l'adrénaline retombée, le doute s'insinua. Était-ce égoïste de ma part? Aurais-je dû faire preuve de plus de compréhension envers Michel? Les reproches de mes parents résonnaient encore dans ma tête, m'accusant d'avoir oublié d'où je venais. Je secouai la tête pour chasser ces pensées. Non, je n'avais rien oublié. Je n'étais pas venu jusque-là pour me laisser entraîner à nouveau dans leurs abysses. J'avais travaillé trop dur pour renoncer à tout maintenant. Avant de me coucher, je compris que ce n'était pas la fin. Ma famille ne lâcherait pas aussi facilement prise. Ils continueraient à insister, à me culpabiliser jusqu'à ce que je cède. Il me faudrait désormais une force inébranlable pour résister. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je pris une décision. Il était temps d'instaurer de vraies limites, de défendre mon intégrité une bonne fois pour toutes. Fini d'être la tirelire familiale, fini de sacrifier mon bonheur pour apaiser leurs besoins. Cela ne serait pas simple. Des disputes, des reproches et des accusations de trahison m'attendaient encore. Mais pour la première fois depuis des années, je ressentais une clarté nouvelle. Je savais ce que je devais faire, même si cela signifiait perdre ce que j'avais toujours cru pouvoir compter. Au fil de la nuit, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que ma vie allait basculer. La confrontation du dîner n'était que le début. Une tempête se préparait, et il me fallait être prêt à l'affronter. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mal de tête lancinant et une angoisse tenace. Les événements de la veille me revenaient en boucle, et je m'enfonçais dans l'oreiller, peiné par l'inimaginable requête de ma famille et leur réaction à mon refus. Je me traînai jusqu'à la douche, espérant que l'eau chaude ferait dissiper un peu la tension. Sous le jet, je tentais de raisonner la situation. Peut-être avais-je réagi de façon excessive? Peut-être existait-il un compromis? Mais au fur et à mesure que je repassais en revue la conversation, la colère reprenait le dessus. Non, je n'avais pas exagéré. Ce qu'il demandait était totalement déraisonnable. Il voulait envahir mon intimité, doubler mes charges et chambouler ma vie, sans même me consulter. Je m'habillai, me prépara un café corsé, me fortifiant pour la journée à venir. Je savais pertinemment que ce n'était pas terminé. Ma famille ne lâcherait pas aussi facilement prise. Comme prévu, alors que je m'apprêtais à partir travailler, mon téléphone vibra avec un message de maman, « Il faut qu'on parle. Viens après le boulot. » Je soupirai et répondis d'un bref « D'accord. » Je ne pouvais fuir cette discussion indéfiniment, mieux valait l'affronter. La journée au bureau s'étira en une succession interminable de minutes. Mon esprit était constamment envahi par l'angoisse de la prochaine confrontation. Lorsque je quittai enfin le travail, mon estomac se noua d'appréhension. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me parut un pèlerinage vers l'inévitable. En arrivant, je remarquai déjà la voiture de Michel dans l'allée. Parfait. Toute la famille serait là pour le second round. Je frappai à la porte. Maman ouvrit, le visage fermé et sévère. « Entre » dit-elle d'un ton bref en se dirigeant directement vers le salon, sans attendre. Tout le monde était déjà réuni, papa, installé dans son fauteuil, Michel et Sophie assis sur le canapé. Maman prit place à côté de papa, me laissant debout, un peu désemparée, au centre de la pièce. « Assieds-toi, Jacques » ordonna papa d'une voix rauque. Je secouai la tête. « Je préfère rester debout, merci. » Maman plissa les yeux. « Tu dois toujours chercher la confrontation, n'est-ce pas ?» Je me mordis la langue pour ne pas répondre avec amertume. « Je suis là pour parler, maman. » « C'est ce que tu voulais, non ?» Elle hocha la tête, les lèvres serrées. « Nous avons longuement réfléchi à ce que tu as dit hier soir, et nous voulons essayer de comprendre ton point de vue. » Surpris par cette approche apparemment raisonnable, je répondis prudemment, « Très bien, j'apprécie que vous fassiez cet effort. » Papa se pencha, les coudes posés sur ses genoux. « Mon fils, nous savons que nous te demandons beaucoup. Mais nous sommes une famille. Nous avons toujours pris soin les uns des autres. » « Je le sais, papa, » rétorquai-je en tentant de garder un ton posé. « J'ai toujours été heureux d'aider quand je le pouvais.
Mais ce que vous demandez aujourd'hui, c'est trop. Michel intervint, le regard suppliant. Jacques, on est vraiment dans la galère. Les enfants, nous avons du mal à payer le loyer. Je ressentis un pincement de culpabilité, mais je le repoussa rapidement. Je comprends, Michel. Mais faire venir toute votre famille dans mon appartement n'est pas la solution. Ce n'est juste pour personne. Maman, d'un ton tranchant, répliqua, justement, ce qui n'est pas juste, c'est que tu aies oublié d'où tu viens. Que tu t'éclates dans le luxe pendant que ton frère peine à joindre les deux bouts. Et voilà, le fameux reproche, comme orchestré. J'inspirai profondément pour garder mon calme. Je n'ai rien oublié, maman. Mais mon succès ne signifie pas que je doive vous sacrifier ma vie entière. Le salon se remplit de voix qui se disputaient. Maman hurlait sur mon ingratitude, papa tentait en vain de la calmer, tandis que Michel passait de la supplique à la contestation avec Sophie chuchotant. J'avais l'impression d'être submergée par un vacarme étouffant et des attentes insoutenables. Soudain, je n'en pouvais plus. Assez, lançai-je, imposant le silence. Tous les regards se tournèrent vers moi, stupéfaits. Jamais auparavant je n'avais élevé la voix, surtout pas à mes parents. Et écoutez-moi tous, dis-je, la voix vibrante d'émotion, je vous aime, vous êtes ma famille, mais ce que vous demandez n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas uniquement d'argent ou d'espace, il s'agit de respect. Il s'agit de poser des limites. Maman ricana avec amertume. Des limites ? Nous sommes ta famille, Jacques. Il n'y a pas de limite en famille. C'est là où vous vous trompez, répondis-je, étonnamment serein. Même au sein d'une famille, il faut des limites pour que les relations soient saines. Et vous piétinez les miennes depuis trop longtemps. Papa se leva, le visage rouge de colère. Maintenant, écoute-moi bien, gamin. Je l'interrompis. Non, papa. Écoutez-moi. J'ai bâti tout ce que j'ai acquis à force de travail. Je n'ai pas oublié mes origines, cela m'a motivé à créer une vie meilleure. J'ai toujours été prêt à aider, mais je ne suis pas votre banquier personnel. Je ne peux pas régler tous vos problèmes. Sophie, jusque-là restée silencieuse, parla d'une voix tremblante, Jacques, nous ne voulons pas profiter de toi. Je la regardai avec une compassion mêlée de fermeté. Je sais que ce n'est pas votre intention, Sophie. Mais vous ne réalisez pas à quel point cette situation est aberrante. Vous me demandez de chambouler ma vie, de sacrifier ma vie privée et ma stabilité financière, sans même vous soucier des conséquences pour moi. Michel se leva, l'expression oscillant entre colère et désespoir. Alors, c'est tout ? Tu vas nous abandonner ? Je secouai tristement la tête. Non, Michel. Je ne vous abandonne pas, mais je refuse de m'auto-consommer pour vous réchauffer. Le silence retomba lourdement sur la pièce. Je balayai du regard les visages de maman, papa, Michel et Sophie, expression d'indignation, de déception, de désespoir et de honte. Pour la première fois, je ne ressentis pas la moindre culpabilité. Je me sentais libre. Je suis prêt à aider, déclarai-je enfin, brisant le silence, mais à mes conditions. Je peux vous aider à chercher un emploi, voire avancer un mois de loyer pendant que vous vous redressez. Mais emménager chez moi, c'est hors de question. Et je n'accepterai plus aucune aide financière supplémentaire sans que des limites claires soient établies. Maman se leva brusquement, le visage tordu par la colère. Comment oses-tu ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Avant que je ne puisse réagir, elle me gifla violemment. Le claquement résonna dans la pièce, suivi d'un souffle collectif d'horreur. Je restai figée, la joue brûlante de douleur. Jamais, de toute ma vie, maman ne m'avait frappée. Jamais. La stupeur se mua en une froide et implacable colère. Je la fixai longuement, et pour la première fois, je ne vis pas en elle la mère aimante de mon enfance, mais une femme submergée par l'excès de ses exigences. Jacques, commença-t-elle, la voix vacillante, mais je levai la main pour l'interrompre. Et ne dis rien, dis-je, d'un ton ferme et mesuré. Ne prononce pas un mot de plus. Je balayai du regard cette famille que j'avais toujours aimée et en laquelle j'avais toujours eu confiance. Papa,
Tiraillé entre le choc du geste de maman et la déception, Michel, partagé entre culpabilité et un soupir de soulagement, peut être heureux d'échapper à l'attention pour une fois, et Sophie, les yeux grands ouverts d'horreur. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Ou peut-être était-ce enfin le déclic. J'en ai assez, dis-je calmement, malgré la tempête intérieure. Je ne serai plus votre distributeur automatique. Je ne me sentirai plus coupable de mon succès. Je refuse de sacrifier mon bien-être pour des personnes qui ne me respectent manifestement pas. Maman s'élança pour saisir mon bras. Jacques, mon chéri, je suis désolée, je ne voulais pas. Je me détournai d'elle, m'extrayant de sa portée. Tu voulais me blesser, me soumettre. Eh bien, félicitations, tu m'as bien montré qui tu étais et ce que j'avais pour toi. Je me dirigeai vers la porte, mais la voix de papa me retint. Mon fils, s'il te plaît, nous pouvons encore trouver une solution. Je me retournai, le cœur lourd. Non, papa. Nous ne pouvons pas. Ça, c'est fini. En sortant, j'entendis la voix stridente de maman, si tu quittes cette maison, ne reviens plus. Tu n'es plus mon fils. Ces mots me frappèrent comme des coups physiques, mais au lieu de douleur, je ressentis un profond soulagement. Sans me retourner, je déclarai d'une voix résolue, adieu, maman. Adieu à tous. Je quittai la maison, claquant la porte derrière moi. L'air frais de la nuit me frappa le visage tandis que je rejoignais ma voiture, l'esprit encore embrouillé par ce qui venait de se passer. Sur le chemin du retour, en voyant la silhouette de Paris se dessiner dans l'obscurité, je ressentis une étrange combinaison d'émotions, colère, tristesse, trahison, contre toute attente, une délivrance. C'était comme si un voile s'était levé, me révélant enfin la véritable nature de mes liens familiaux. De retour dans mon appartement, épuisé, je me servis un verre bien fort et me postai devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. Cette vue, cette vie, je les avais gagnées. Et je ne laisserai personne me les enlever. Pourtant, à mesure que l'adrénaline retombait, le doute s'insinuait. Était-ce égoïste de ma part ? Aurais-je dû être plus compréhensif face à la situation de Michel ? Les voix de mes parents résonnaient dans ma tête, m'accusant d'avoir oublié mes origines. Je secouai la tête, essayant de dissiper ces pensées. Non, je n'avais rien oublié. Je n'étais pas venu jusque-là pour être à nouveau rattrapé par mon passé. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop, pour renoncer à tout maintenant. Alors que je me préparais à me coucher, je compris que ce n'était pas terminé. Ma famille ne laisserait pas tomber si facilement. Ils continueraient à insister, à essayer de me culpabiliser jusqu'à ce que je cède. Il me faudrait désormais une force d'acier pour résister. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je pris une décision. Il était temps d'instaurer de véritables limites, de défendre une fois pour toutes ce que j'étais devenu. Fini d'être le distributeur automatique familial, fini de sacrifier mon bien-être pour apaiser leurs exigences. Cela ne serait pas facile. Il y aurait encore des disputes, des reproches, des accusations de trahison. Mais pour la première fois depuis des années, je ressentais une clarté nouvelle. Je savais ce que j'avais à faire, même si cela signifiait perdre ceux que j'avais toujours cru pouvoir aider. Au fil de la nuit, l'impression persistait que ma vie allait changer radicalement. La confrontation du dîner n'était que le prélude d'une tempête imminente. Il me fallait être prêt. Le lendemain, je me réveillai avec un mal de tête atroce et une angoisse latente. Les événements de la veille me revenaient en boucle, en enfonçant mon visage dans l'oreiller, je n'en croyais pas la tournure des choses. Je peinais à concevoir ce que ma famille m'avait demandé. Pire encore, je n'arrivais pas à croire leur réaction lorsque j'avais refusé. Je me traînais hors du lit et me dirigeais vers la douche, espérant que l'eau chaude apaiserait un peu la tension. Sous le jet, je tentais de raisonner la situation. Peut-être avais-je réagi de manière excessive ? Peut-être pourrions-nous trouver un compromis ? Mais à mesure que je repassais en boucle notre conversation, la colère refaisait surface. Non, je n'avais pas exagéré. Ce qu'il demandait était totalement déraisonnable. Il voulait envahir mon espace, doubler mes charges et bouleverser ma vie, sans même me consulter. Je m'habillai et me préparai un café fort, tentant de me fortifier pour la journée qui s'annonçait. Je savais pertinemment que cette affaire n'était pas close.
Ma famille ne lâcherait pas prise si facilement. Comme prévu, alors que je m'apprêtais à partir travailler, mon téléphone vibra de nouveau, un message de maman, il faut qu'on parle. Viens chez nous après le travail. Je soupirai et répondis brièvement, d'accord. Je savais que je ne pourrais échapper à cette discussion éternellement, et qu'il valait mieux en finir rapidement. La journée au bureau s'étira interminablement. Mon esprit, distrait, se focalisait sans cesse sur la confrontation à venir. Lorsque je quittais enfin le travail, mon estomac était noué. Le trajet vers la maison de mes parents ressemblait à un pèlerinage vers l'inévitable. En arrivant, je vis déjà la voiture de Michel dans l'allée. Parfait. Toute la famille serait réunie pour le second acte. Je frappai à la porte. Maman ouvrit, le visage sévère et fermé. Entre, dit-elle d'un ton bref en se dirigeant directement vers le salon. Tous étaient déjà là, papa, assis dans son fauteuil, Michel et Sophie installés sur le canapé. Maman prit sa place habituelle à côté de papa, me laissant debout, légèrement mal à l'aise, au milieu de la pièce. Assieds-toi, Jacques, ordonna papa d'une voix grave. Je secouai la tête. Je préfère rester debout, merci. Maman plissa les yeux. Tu dois toujours chercher la confrontation, n'est-ce pas? Je me retiendis de répliquer. Je suis venue pour parler, maman. C'est ce que tu voulais, non? Elle hocha lentement la tête, les lèvres serrées. Nous avons repensé à ce que tu as dit hier soir, et nous voulons essayer de comprendre ton point de vue. Surpris par cette approche qui semblait plus posée, je répondis prudemment, d'accord, j'apprécie que vous fassiez cet effort. Papa se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux. Mon fils, nous savons que nous te demandons beaucoup. Mais nous sommes une famille. Nous avons toujours pris soin les uns des autres. Je le sais, papa, répondis-je, tentant de garder un ton calme. J'ai toujours été heureux d'aider quand je le pouvais. Mais ce que vous demandez aujourd'hui, c'est trop. Michel intervint, la voix suppliante, Jacques, on est vraiment dans la galère. Les enfants, on a du mal à payer le loyer. Un pincement de culpabilité me traversa, mais je le repoussai aussitôt. Je comprends, Michel. Mais faire venir toute votre famille dans mon appartement n'est pas la solution. Ce n'est équitable pour personne. Maman, d'un ton tranchant, répliqua, ce qui n'est pas juste, c'est que tu aies oublié d'où tu viens. Que tu profites du luxe pendant que ton propre frère peine à s'en sortir. Et voilà, la fameuse culpabilisation, comme toujours au rendez-vous. J'inspirai profondément pour rester calme. Je n'ai rien oublié, maman. Mais mon succès ne signifie pas que je doive vous sacrifier ma vie. La discussion dégénéra rapidement. Maman hurlait sur mon ingratitude, papa tentait de la raisonner, et Michel passait de la supplique aux accusations, pendant que Sophie murmurait, presque en larmes. Je me sentais submergée par un vacarme incessant et des attentes écrasantes. Soudain, je n'en pus plus. Assez, criai-je, imposant le silence dans la pièce. Tous se turent, choqués. Jamais auparavant je n'avais élevé la voix ainsi, surtout pas envers mes parents. Et écoutez-moi, dis-je, la voix tremblante d'émotion, je vous aime. Vous êtes ma famille. Mais ce que vous demandez n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas uniquement d'argent ou d'espace, il s'agit de respect, il s'agit de limites. Maman ricana, amère. Des limites? Nous sommes ta famille, Jacques. En famille, il n'y a pas de limite. C'est là où vous vous trompez, répondis-je, sentant un calme étrange s'installer en moi. Même au sein d'une famille, des relations saines exigent des limites. Et vous n'avez cessé de bafouer les miennes pendant trop longtemps. Papa se leva, le visage rouge de colère. Maintenant, écoute-moi bien, gamin. Mais je l'interrompis. Non, papa, écoutez. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Je n'ai pas oublié d'où je viens, cela m'a poussé à bâtir une vie meilleure. J'ai toujours voulu aider, mais je ne suis pas votre distributeur automatique. Je ne peux pas régler tous vos problèmes. Sophie, jusque-là silencieuse, parla d'une voix douce. Jacques, nous ne cherchons vraiment pas à profiter. Je la regardai avec une compassion mêlée de fermeté. Je sais, Sophie.
Mais ne voyez-vous pas combien cette situation est aberrante? Vous me demandez de bouleverser ma vie, de sacrifier mon intimité et ma stabilité financière, sans considérer l'impact sur moi. Michel se leva, le visage déchiré entre colère et désespoir. Alors, c'est ça? Tu vas nous tourner le dos? Je secouai tristement la tête. Non, Michel. Je ne vous abandonne pas. Mais je refuse de me consumer pour vous réchauffer. Un silence pesant s'installa. Je regardais tour à tour maman, papa, Michel et Sophie, des visages empreints de colère, de déception et de désespoir. Et, pour la première fois, je ne ressentis aucune culpabilité. Je me sentais libre. Je suis prêt à aider, déclarai-je enfin, brisant ce silence, mais à mes conditions. Je peux vous aider à chercher du travail, voire avancer un mois de loyer pour vous remettre sur pied. Mais emménager chez moi, c'est hors de question. Et il n'y aura plus d'aide financière supplémentaire sans que nous fixions des limites claires. Maman se leva brusquement, le visage tordu par la rage. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Avant même que je ne puisse réagir, elle me gifla violemment. Le claquement résonna dans la pièce, suivi d'un souffle collectif de stupeur. Je restai figée, la joue brûlante de douleur. Jamais, dans ma vie, maman ne m'avait frappée. Jamais. La surprise se mua en une colère glaciale. Je la fixai intensément, et pour la première fois, je ne voyais pas en elle la mère aimante de mon enfance, mais une femme consumée par l'égoïsme et l'amertume. Jacques, commença-t-elle, la voix vacillante, mais je levai la main pour l'interrompre. Ne dis rien, dis-je calmement. Ne prononce pas un mot de plus. Je regardais autour de moi, examinant cette famille à qui j'avais toujours voué mon amour. Papa, tiraillé entre le choc de l'acte de maman et sa déception, Michel, oscillant entre culpabilité et soulagement, peut-être soulagé de ne plus être la cible, et Sophie, les yeux écarquillés d'horreur. Et pour la première fois, je ne ressentis pas de culpabilité. Je me sentais libre. J'en ai assez, déclarai-je d'une voix ferme malgré la tempête d'émotions. J'en ai assez d'être votre distributeur automatique. J'en ai assez de me sentir coupable pour mon succès. J'en ai assez de sacrifier mon bien-être pour des gens qui ne me respectent pas. Maman tendit la main pour me saisir. Jacques, mon chéri, je suis désolée. Je ne voulais pas. Je reculai, m'extrayant de sa portée. Tu voulais me blesser, me forcer à obéir. Eh bien, félicitations, tu m'as bien montré ce que tu es et ce que je représente pour vous. Je me dirigeai vers la porte, mais la voix de papa m'arrêta. Mon fils, s'il te plaît, nous pouvons encore arranger les choses. Je me retournai, le cœur lourd. Non, papa. Ça ne peut plus continuer ainsi. En franchissant la porte, j'entendis la voix perçante de maman, si tu pars, ne reviens plus jamais. Tu n'es plus mon fils. Ces mots me frappèrent comme autant de coups. Pourtant, au lieu de douleur, je ressentis une profonde délivrance. Sans me retourner, je déclarai d'un ton résolu, adieu, maman. Adieu, à tous. Je quittai la maison en claquant la porte derrière moi. L'air frais de la nuit me fouetta le visage tandis que je rejoignais ma voiture, l'esprit encore embrouillé par ce qui venait de se passer. Sur le chemin du retour, alors que l'horizon parisien se dessinait dans l'obscurité, un étrange mélange d'émotions m'envahit, colère, tristesse, trahison, mais aussi, curieusement, un sentiment de liberté. Comme si un voile s'était levé, révélant enfin la véritable nature de mes liens familiaux. Une fois rentré dans mon appartement, épuisé, je me servis un verre bien fort et me postai devant la fenêtre, admirant les lumières de Paris. Cette vue, cette vie, je les avais gagnées. Et je ne permettrai à personne de me les enlever. Pourtant, lorsque l'excitation de la confrontation s'estompa, le doute s'installa. Était-ce égoïste de ma part? Aurais-je dû être plus compréhensif envers Michel? Les reproches de mes parents résonnaient encore dans ma tête, m'accusant d'avoir oublié mes origines. Je secouai la tête pour chasser ces pensées. Non, je n'avais rien oublié. Je n'étais pas venue jusque-là pour être à nouveau rattrapée par le passé. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop, pour abandonner maintenant.
En me préparant pour aller dormir, je compris que ce n'était pas la fin. Ma famille ne lâcherait pas si facilement prise. Ils continueraient à insister, à essayer de me culpabiliser jusqu'à ce que je cède. Il me faudrait désormais être plus fort que jamais. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je pris une décision. Il était temps d'instaurer de vraies limites, de me défendre une bonne fois pour toutes. Fini d'être leur distributeur automatique, fini de sacrifier mon bonheur pour apaiser leurs besoins. Ce ne serait pas facile. Il y aurait encore des disputes, des reproches, des accusations de trahison. Mais pour la première fois depuis des années, je ressentais une clarté nouvelle. Je savais ce que j'avais à faire, même si cela signifiait perdre ceux que j'avais toujours cru pouvoir aider. Au fil de la nuit, je compris que ma vie était sur le point de changer radicalement. La confrontation du dîner n'était que le début. Une tempête se préparait, et il me fallait être prêt à l'affronter. Les jours suivants furent un tourbillon. J'avais décidé de prendre un congé maladie, chose que je n'avais jamais faite auparavant afin de préparer mon échappatoire. D'abord, je contactai un agent immobilier. En quelques heures, j'avais rendez-vous pour visiter plusieurs appartements dans divers quartiers de Paris. Il me fallait un nouveau départ, un lieu où ma famille ne pourrait plus me retrouver aussi facilement. Ensuite, je me rendis à la banque. J'ouvris un nouveau compte et y transférai la majeure partie de mes fonds, ne laissant que le strict nécessaire sur l'ancien afin de ne pas éveiller de soupçons. J'annulai également tous les prélèvements automatiques destinés à ma famille. En faisant mes valises, je réalisais combien de temps de ma vie j'avais passé à vouloir satisfaire les autres. Des vêtements de créateurs jamais portés, des cadeaux achetés pour apaiser leurs exigences incessantes, tout fut mis de côté pour être donné. Le soir venu, je trouvai un nouveau ni un modeste mais confortable appartement dans le quartier animé de Brooklyn. Oui, pour conserver une part d'originalité, j'ai gardé une référence à New York, adaptée ici pour symboliser le renouveau, tout comme Paris l'est pour beaucoup de rêveurs en France. Ce logement n'était peut-être pas aussi luxueux que mon Penthouse parisien, mais il était le symbole d'un nouveau départ. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. J'engageai des déménageurs, je redirigeai mon courrier et réglai les derniers détails professionnels, ne révélant à personne mes plans. Personne, pas même à mes collègues les plus proches. Le jour du déménagement, un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahit. Alors que la dernière boîte quittait mon ancien appartement, je jetai un dernier regard sur ce lieu qui avait symbolisé mon succès, et qui, désormais, me semblait n'être qu'une cage dorée. Dans mon nouveau logement, entouré de cartons, je respirais enfin. Mon téléphone ne cessait de vibrer, avec des messages incessants de ma famille, mais je les ignorais. Ils finiraient bien par comprendre. Au fur et à mesure que je déballais mes affaires, je retrouvais de vieilles photos vacances en famille, diplômes, anniversaires. Un flot de nostalgie m'envahit, mais rapidement, je repensais à la violente confrontation, aux années de manipulation. Je rangeais soigneusement ces souvenirs, pas encore prêt à les affronter. La première nuit dans mon nouveau chez-moi fut surréaliste. Les bruits inconnus du quartier, la vue différente depuis ma fenêtre. Tout me rappelait que j'avais enfin pris mon envol. Au travail, je m'investis dans de nouveaux projets. Mes collègues remarquèrent le changement en moi, je paraissais plus concentré, plus énergique. Certains me demandèrent si tout allait bien chez moi, et je répondis simplement que tout allait pour le mieux. Les débuts ne furent pas sans heurts. Il y eut des soirs de solitude, des moments où je remis en question ma décision. Mais je me rappelais la sensation de soulagement ressentie en quittant la maison de mes parents, et je savais que j'avais fait le bon choix. Un mois après mon déménagement, je reçus une lettre de Michel, envoyée à mon adresse professionnelle. Dans ce courrier, il mêlait reproches voilés et menaces implicites, insinuant qu'il informerait nos parents de mon lieu de travail si je ne reprenais pas mes esprits. Ce courrier fut l'ultime détonateur. Le lendemain, je me rendis au service des ressources humaines pour expliquer la situation. Ils furent compréhensifs et s'engagèrent à garder mes coordonnées confidentielles. Je fis également appel à un avocat, au cas où la situation dégénérerait. Au fil des semaines, le flot incessant des messages de ma famille diminua progressivement, même s'ils devinrent de plus en plus désespérés. J'appris par des connaissances que, finalement, ils avaient accepté que je ne reviendrais pas. Cela me faisait mal, certes, mais cela marquait la fin d'un chapitre douloureux. Dans ma nouvelle vie,
je commençais à redécouvrir qui j'étais réellement. Je me mis à la peinture, une passion d'enfance que j'avais abandonnée pour suivre une carrière pratique. Je m'investis dans un refuge pour animaux, et je me remis même à sortir, à rencontrer des gens, une vie que je n'avais pas connue depuis trop longtemps. Un an après mon départ, je me retrouvais sur le petit balcon de mon appartement à Brooklyn, regardant la ville. Je repensais à toutes les transformations, à combien j'avais changé. Le Jacques qui vivait dans ce luxueux appartement parisien me semblait appartenir à une autre vie. Mon téléphone vibra alors, un message de Sophie, l'ancienne compagne de Michel. « Les enfants te manquent, ton oncle. » Pendant un instant, mon cœur se serra. Mais je me rappellerai pourquoi j'avais pris mes distances, pourquoi j'avais dû fuir ces dynamiques toxiques. Je n'osais pas répondre. Au coucher du soleil, en regardant la ligne d'horizon de Brooklyn, je ressentis une paix profonde. Cette vie n'était pas parfaite, et elle ne le serait jamais vraiment, mais elle était mienne. Pour la première fois depuis des années, je la vivais selon mes propres termes. Je savais que le chemin serait semé d'embûches. Il y aurait des moments de doute, de solitude, et je serais parfois tentée de remettre en question ma décision. Mais en conduisant vers ce nouveau chez moi, mon véritable foyer, je sentais enfin la paix m'envahir. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatient de découvrir la suite de mon histoire. La nuit suivante, le téléphone explosa de notifications. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux et de textos s'accumulèrent. Je les parcourus, le cœur battant. La plupart venaient de maman, dont le ton devenait de plus en plus désespéré. « Jacques, où es-tu ? Réponds au téléphone. Nous sommes inquiets. » Les messages de papa étaient plus mesurés, mais tout aussi pressants. « Mon fils, appelle-nous, il faut qu'on parle. » Quant aux textos de Michel, ils oscillaient entre reproches et colère. « Comment peux-tu nous faire ça ? Maman est dévastée. J'espère que tu es content. » Je les ignorais tous, mêlant culpabilité et soulagement. Puis, un message de maman me fit stopper net. « Comment peux-tu faire ça à ta famille ? Michel est désespéré. Tu nous laisses sans ressources, sans solution. Rentre immédiatement et paie le loyer comme convenu. » Je restais immobile, l'incrédulité cédant peu à peu la place à la colère. Il ne comprenait toujours pas. Même aujourd'hui, il ne me voyait qu'en tant que distributeur automatique ambulant. Les jours suivants, les messages se multiplièrent. Leur ton passa de l'inquiétude à la colère puis au désespoir. J'appris qu'il s'était rendu à mon ancien appartement, pour constater que j'avais déménagé. Une semaine plus tard, je reçus un courriel de papa. « Jacques, j'espère que ce message te parviendra. Nous sommes à bout. Maman ne dort plus depuis des jours. Michel et Sophie risquent d'être expulsés. Nous ne voulions jamais te blesser, mon fils. Nous avions juste besoin d'aide. Rentre, s'il te plaît. Nous pouvons encore arranger cela en famille. » Avec amour, papa, je rédigeai plusieurs réponses avant de tout effacer. Que pouvais-je dire ? Que j'étais désolée de privilégier mon bien-être ? Que je regrettais de ne pas les avoir laissés continuer à m'exploiter ? Au lieu de cela, je me concentrais sur la reconstruction de ma vie. Je m'investis corps et âme dans mon travail, je repris mes séances de thérapie, et je renouai avec de vieux amis que j'avais négligés. Les semaines se transformèrent en mois. Les messages de ma famille se firent moins fréquents, bien que toujours empreints d'un désespoir palpable. J'appris par des connaissances communes que Michel avait perdu son appartement et était revenu vivre chez nos parents. Une partie de moi ressentait de la culpabilité, mais la majorité de mes sentiments se mua en une satisfaction amère. Ils commençaient enfin à subir les conséquences de leurs actes. Dans ma nouvelle vie, je redécouvris ma véritable identité. Je me mis à la peinture, je m'engageai bénévolement dans un centre jeunesse pour aider les jeunes défavorisés, et je repris peu à peu le goût de la vie amoureuse, chose à laquelle je n'avais jamais eu le temps de m'adonner auparavant. Un an après mon départ, je me tenais sur le balcon de mon modeste appartement à Brooklyn, regardant la ville. Je repensais à tout ce qui avait changé, à la personne que j'étais devenue. Le Jacques qui vivait dans cet luxueux appartement parisien me semblait appartenir à une autre vie. Mon téléphone vibra, un message de Sophie. « Les enfants te manquent, ton oncle. » Pendant un court instant, mon cœur se serra,
mais je me souvins pourquoi j'avais dû partir. Je ne répondis pas. Au crépuscule, en contemplant la silhouette de Brooklyn, je ressentis une paix nouvelle. Cette vie n'était pas parfaite, elle comportait ses difficultés, mais elle était mienne. Et pour la première fois depuis longtemps, je la vivais sans culpabilité. Je savais que le chemin serait semé d'embûches. Des moments de doute, de solitude, et des remises en question de ma décision surgiraient inévitablement. Mais pour l'instant, alors que je rentrais chez moi mon vrai foyer, je sentais une paix que je n'avais jamais connue. Ce fut alors que, le lendemain matin, mon téléphone explosa de notifications. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux et de textos défilaient à l'écran. La majorité provenait de maman, de plus en plus frénétique. « Jacques, où es-tu ? Réponds au téléphone. Nous sommes inquiets. » Les messages de papa, bien que plus mesurés, étaient tout aussi pressants. « Mon fils, appelle-nous. Il faut qu'on parle. » Michel oscillait entre reproches et colère dans ses textos. « Comment peux-tu nous faire ça ? Maman est en ruine. Tu te fous de nous. » Je les ignorais tous, partagés entre culpabilité et soulagement. Puis, un message de maman me fit douter. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Michel est au bout du rouleau. Tu nous laisses sans argent, sans solution. Rentre immédiatement et paie le loyer comme convenu. » Je restais là, stupéfait, la colère montant en moi. Il ne comprenait toujours rien. Même aujourd'hui, il ne me voyait qu'en tant que machine à cash ambulante. Les jours suivants, les messages s'enchaînèrent, passant de l'inquiétude à la colère, puis à la désespérance. J'appris qu'il s'était rendu à mon ancien appartement et avait constaté que j'avais déménagé. Une semaine plus tard, je reçus un courriel de papa. « Jacques, j'espère que ce message te parviendra. Nous sommes à bout. Maman n'a pas fermé l'œil de la nuit. Michel et Sophie sont sur le point d'être expulsés. Nous ne voulions jamais te blesser, mon fils. Nous avions seulement besoin d'aide. Rentre, s'il te plaît. Nous pouvons encore arranger cela en famille. » Avec amour, papa, j'écrivis plusieurs réponses avant de tout effacer. Que pouvais-je dire ? Que j'étais désolée d'avoir mis mon bien-être en avant ? Que je regrettais de ne pas avoir laissé faire l'exploitation ? Non, je décidai de me concentrer sur ma reconstruction. Je m'investis davantage au travail, je reprends mes séances de thérapie, et je renouvelle le contact avec d'anciens amis que j'avais mis de côté. Les semaines se transformèrent en mois. Les messages de ma famille se firent moins nombreux, bien que toujours teintés de désespoir. Par des connaissances, j'appris que Michel avait perdu son appartement et était revenu vivre chez nos parents. Une partie de moi ressentait de la culpabilité, mais la plus grande partie éprouvait un sentiment de justice. Ils devaient enfin payer le prix de leurs agissements. Dans ma nouvelle vie, je retrouvai peu à peu qui j'étais réellement. Je me remis à la peinture, je devins bénévole.